Merci beaucoup, Sandrine Boutin. J'ai bien reçu le message sur le membre du CFI, c'était très clair. C'est entendu, je crois qu'on doit se voir prochainement euh, Absolument. sur l'évolution du CFI. Donc, merci également à Carmen pour cette invitation et tout le travail réalisé au quotidien dans le cadre des missions du CFC et puis aux côtés de l'agence, puisque le centre de ressources est également très investi dans notre démarche d'appui à la transformation de l'offre. Donc, merci d'être à nos côtés, pas seulement sur son champ d'expertise, mais aussi sur cette démarche d'appui que nous proposons aux établissements franciliens volontaires pour réfléchir dans le collectif à la transformation de l'offre. Donc moi, on m'a demandé d'intervenir et j'en suis très heureuse pour ouvrir ce colloque sur la démarche de transformation de l'offre entre inclusion et réponse à la grande complexité. Et c'est vraiment sur ce périmètre qu'on porte en Île-de-France notre réflexion sur un champ qui ne peut pas être que inclusif ou en tout cas qui doit s'appuyer à chaque fois sur le projet de vie des personnes, sur leurs souhaits, sur leurs aspirations, sur leurs besoins, et qui doit pour ça être en capacité de s'ouvrir et de répondre à tout. Et en effet, la logique de transformation de l'offre, elle ambitionne de proposer un accompagnement à la fois dans une logique inclusive et aussi dans une logique de sécurisation de parcours. Il ne s'agit plus, et on le répète souvent, pour la personne de trouver sa place dans une offre existante, et on le sait en Île-de-France, par trop limitée historiquement, trop contrainte, mais de pouvoir bénéficier d'un accompagnement qui soit adapté, qui soit souple, évolutif, quels que soient les choix faits dans les principaux domaines de vie, pour l'habitat, pour l'emploi, pour sa santé, pour sa vie sociale. Donc, 4 objectifs sont particulièrement visés dans le cadre de la transformation de l'offre. Prévenir les ruptures de parcours, l'absence ou l'inadéquation de solutions, des solutions aux besoins et aux attentes des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, donc y compris pour les situations les plus complexes. Développer les réponses inclusives et faire évoluer les prestations de services pour mieux répondre aux besoins des personnes. Consolider une organisation territoriale intégrée au service de la fluidité de parcours de santé et de parcours de vie, et améliorer la qualité des accompagnements en favorisant l'adaptation des pratiques. Donc pour les acteurs médico-sociaux, il s'agit tout à la fois de soutenir l'inclusion la plus entière, de répondre aux situations les plus complexes. Et ainsi, le mouvement de transformation de l'offre déjà engagé sur le terrain doit encore être amplifié dans une logique la plus participative possible, avec les personnes accompagnées, avec les professionnels du soin et de l'éducatif, avec les représentants des familles. Évidemment, avec les directeurs d'établissements, avec les directeurs d'organismes gestionnaires qui sont associés à ces projets. Donc, cette démarche, elle est partagée par l'ensemble des acteurs de la réponse accompagnée pour tous, les usagers, les gestionnaires, les institutionnels, conseils départementaux, éducation nationale, caisse primaire d'assurance maladie et l'agence régionale de santé au niveau de ces délégations départementales comme du siège. Et c'est le partage de cette démarche qui doit nous permettre de nous rapprocher de nos grands objectifs, des grands principes qui fondent la stratégie d'accueil des personnes en situation de handicap. L'inconditionnalité de l'accueil qui est un impératif, le manque de moyens, le manque de place qui est tout le temps ou souvent encore opposé, ne doivent plus l'être. La subsidiarité, la combinaison entre l'égalité de tous et la réponse personnalisée, impose d'inverser la pyramide décisionnelle en faisant d'abord confiance aux personnes en situation de handicap et à leurs proches et tout autant aux professionnels. Il y a cette alliance des acteurs et c'est préféré à chaque fois que possible des solutions pour permettre à un projet de vie de s'accomplir dans le milieu ordinaire. La transversalité qui n'est pas en option, alors dans le champ de la santé mentale, c'est particulièrement criant parce que tout est lié. Chaque initiative doit se situer au regard de la visée qu'est le décloisonnement entre les professions, les lieux d'exercice, le sanitaire, le médico-social, le social. Et puis la participation de tous n'est pas en option. Il faut se rencontrer, il faut discuter avec les personnes concernées, avec les acteurs concernés. Et pour citer Denis Pifteau, vous voyez Carmen, chacun a sa lecture et son inspiration du moment. Et je relis régulièrement le dernier rapport de
de Denis Piveteau, les professionnels de l'accompagnement et les personnes accompagnées doivent être côte à côte. Et je complète de Denis Piveteau où je file sa pensée et penser ensemble l'évolution de l'accompagnement médico-social, hein, la question de l'autodétermination sur laquelle vous reviendrez beaucoup tout au long de cette journée. C'est l'autodétermination des personnes, bien sûr, et on y travaillera et on aura la chance d'y travailler avec Roland Janvier qui interviendra un petit peu plus tard dans la journée, dans notre démarche de transformation de l'offre. Et cette autodétermination, c'est celle des personnes. Il y a aussi celle des équipes, en fait, qui interviennent, qui est à mettre, en tout cas, dans cette alliance. Donc, en Île-de-France, cette démarche de transformation, on la porte depuis maintenant plusieurs années. De nombreux établissements et services ont amorcé la transformation ou l'évolution de leur offre en vue de participer à la transition inclusive et également pouvoir accueillir encore mieux les situations complexes. Donc, on en a des marques évidemment dans les projets qui ont été déposés dans notre appel à manifestation d'intérêt de 2018 ou dans le cadre plus récent du plan de prévention des départs non souhaités en Belgique. Donc, on a voilà, la marque de cette mobilisation des gestionnaires et de leur capacité d'innovation, d'évolution dans le cadre de cette transformation de l'offre. Ce qu'on a voulu porter, et là de manière très large, avec encore une fois, on retrouve l'appui du CREA Île-de-France qui est à nos côtés tout le temps, mais également des centres de ressources qui nous permettent de porter cette démarche de transformation de l'offre. Et le CEPSI représente un appui très fort en cela. C'est de pouvoir conduire une dynamique territoriale qui soit basée sur une démarche concertée avec les principaux acteurs engagés pour construire une action d'accompagnement globale dans le cadre de la transformation de l'offre. Donc, ce projet qu'on a monté depuis plusieurs années, expérimenté en 2021 auprès de 12 établissements, nous permet d'accompagner des collectifs au sein des établissements qui sont volontaires pour être accompagnés dans l'évolution, voire la transformation de leur offre, en intégrant toutes les parties prenantes. La transformation de l'offre, elle ne se mène pas toute seule, ce n'est pas une injonction. Il y a bien sûr cette ambition gouvernementale, mais une ambition sociétale. Et Carmen a ouvert la journée sous cette égide. Cette réflexion, elle doit s'appuyer sur une réflexion collective, partagée, qui soit mûrie. Et pour ça, on demande à chaque établissement qui se lance dans cette démarche de transformation de démarrer et dès son dossier de candidature par la constitution d'un collectif qui reprenne les acteurs dont j'ai déjà parlé, le directeur de l'établissement avec bien sûr la validation quand il y a un organisme gestionnaire constitué de son directeur général, des représentants des professionnels de l'éducatif du soin, des représentants des familles et des représentants des usagers. Et la question de l'autodétermination est centrale dans cette démarche. Le positionnement de l'agence, parce que c'est toujours important aussi de le préciser quand on est dans la transformation de l'offre, face à tous les établissements qui se sont engagés ou qui souhaitent s'engager dans l'évolution de leur offre, elle est simple. C'est donner les moyens de porter ensemble, dans ce collectif qui appartient à chaque établissement, une évolution qui leur ressemble, qui réponde à un projet qui doit être défini dans ce collectif. Ce n'est pas une injonction, c'est un modèle qui est visé. Et ça, c'est important aussi de le dire, parce que je terminerai par des modèles que l'on a trouvés inspirants dans le cadre du plan de prévention des départs non souhaités en Belgique, que pour autant, je n'oppose pas aux gestionnaires comme étant le modèle que les établissements doivent suivre. Si on pense que la transformation de l'offre est issue aussi d'une réflexion, ou premièrement, d'une réflexion qui est partagée avec la parole de l'usager, celle des familles, celle des professionnels qui les accompagnent et qui doit permettre quelque chose de neuf, permettons-nous à chaque fois que la réflexion est lancée, que les réflexions carburent dans les établissements volontaires, d'aller vers quelque chose qui peut être neuf. Et puis évidemment, en complément de cette démarche, on a bien identifié que la question de l'autodétermination devait aussi, elle, être accompagnée. Donc pour ça, on a la grande chance que Roland Janvier et Jean-Luc Charlot,
nous accompagne dans la suite de la démarche pour accompagner des personnes en situation de handicap investies dans le cadre de cette démarche de transformation de l'offre sur la question de l'autodétermination, et puis c'est également accompagner les professionnels pour intégrer encore mieux, encore davantage, cet accueil de la parole de la personne, de ces projets qui doivent accompagner une meilleure qualité de vie. Donc, de notre côté aussi, en délégation départementale, ça revient à la position aussi de l'agence dans le cadre de la transformation de l'offre. Notre volonté est d'être aux côtés des établissements, des gestionnaires, des comités de pilotage qu'ils auront constitués, pour suivre les projets, pouvoir y réagir dans le cadre de leur formalisation et puis aussi pouvoir les faciliter. Quand on est sur une démarche de transformation qui est sociétale, on demande au médico-social, par sa réflexion, de mettre un pied dans la porte. La porte, quelquefois, elle est un peu grippée, elle ne s'ouvre pas si facilement. Et avoir à ses côtés la délégation départementale, le conseil départemental, pour pouvoir faire le lien, qui vers l'éducation nationale, qui vers les acteurs de l'emploi, du logement, peut énormément faciliter les choses. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a ajouté à notre démarche d'appui à la transformation de l'offre une présence un peu renforcée de l'agence et qui revient aussi à cette transversalité qui est tellement nécessaire dans le cadre de la transformation de l'offre, ou plus que de l'offre, de la société, en fait, qu'on a envie de construire. En 2023, on accompagnera des premiers modèles dominants, puisque l'idée, c'est qu'on ne force pas un modèle dans son application, mais qu'on essaie aussi d'apprendre et de structurer des modèles qui commencent à s'imposer sur le secteur médico-social. Dans le secteur de l'enfance, la quasi-totalité des gestionnaires qui passent sous ces pommes ou qui sont passés sous ces pommes en 2022 ont souhaité proposer des projets de plateforme. Donc, sur ce modèle de plateforme pour l'enfance, on y viendra très certainement aussi pour la population des adultes, s'impose. Donc, on a réfléchi en interne sur le cadre des arrêtés d'autorisation normalisés pour ces modes de fonctionnement spécifiques, sur le calcul de l'activité. Et on suivra tous les établissements qui sont rentrés dans cette démarche de fonctionnement en plateforme pour revoir avec eux les différentes étapes de la constitution du projet et pouvoir s'outiller. Donc ça, c'est notre programme de 2023. Et puis pour les établissements volontaires qui sont rentrés dans notre démarche de transformation de l'offre, il y en a 40 qui seront accompagnés. On a démarré la première promotion cette année et avec un accompagnement qui s'étendra jusqu'à la fin 2023. Voilà pour la transformation de l'offre. Peut-être pour revenir aussi sur une des mobilisations qui nous a permis de développer de nouveaux projets de manière très forte en lien avec les conseils départementaux, je voulais revenir sur le plan de prévention des départs non souhaités en Belgique. On en avait parlé ensemble, j'étais intervenue en tout cas, alors peut-être maintenant il y a un peu longtemps, c'était avant la crise, au moment où on pensait pouvoir lancer le plan de prévention, et on a pris, vous savez pourquoi, beaucoup de retard. Donc ce plan, il a été lancé malgré tout, et je voulais revenir sur la manière dont on l'a articulé, en tout cas avec 2 appels à manifestation d'intérêt qui montrent bien aussi la manière dont on essaie de prendre en compte dans cette logique de transformation de l'offre et la complexité et la plus grande inclusion. Donc, 2 AMI que j'ai envie de valoriser. Alors, celui qui a concerné le développement de places en établissement avec ou sans hébergement pour des adultes en situation de handicap et qui s'est appuyé sur un diagnostic territorial qui a été réalisé dans chaque département par les acteurs de la réponse accompagnée pour tous. Donc, une proposition de réponse plus institutionnelle, mais on sait que dans les départs en Belgique, ce sont beaucoup de personnes qui, quand même, ont besoin d'avoir un hébergement, un étayage un peu soutenu. Et puis, un autre appel à manifestation d'intérêt qui concernait le développement de solutions d'habitat accompagné pour des adultes en situation de handicap. Donc, comme en 2018, ces appels à manifestation d'intérêt sur un format plus libre ont eu pas mal de succès avec 308 projets qui ont été développés. On en a retenu 111 pour 1661 solutions nouvelles. Les conseils départementaux ont vraiment joué le jeu de ces cofinancements aussi.
Et on est hors mise en concurrence pour les petites unités résidentielles pour les personnes autistes en situation très complexe, sur un cofinancement qui est à près de 50%, 45% de financement des conseils départementaux, donc une union très forte des financeurs pour répondre à ce besoin. Donc, vous savez qu'on a plus de 2000 adultes franciliens dans les établissements belges. Le moratoire qui est intervenu en 2021 appelait vraiment cette mobilisation très forte. Et on espère que malgré les difficultés RH qui sont là, malgré l'inflation, on arrivera à soutenir l'émergence rapide de ces solutions à la fois dans leur partie la plus institutionnelle, puis à la fois dans les plus inclusives, puisque sur l'habitat accompagné, c'est la particularité aussi. On proposait, c'est assez inspiré des échanges qu'on a pu avoir avec des acteurs de la santé mentale également, de proposer une alliance ou une complémentarité entre les groupes d'entraide mutuelles, le développement d'une offre de services et le développement de solutions d'habitat inclusif. Voilà, donc dans le triptyque maximum qui était proposé dans cet appel à manifestation d'intérêt, il n'y a pas eu finalement tant d'opérateurs que ça qui ont tenté cette opération, mais ça avait le mérite de pouvoir proposer une complémentarité qui nous semble également intéressante dans le panel des solutions qu'on souhaite pouvoir proposer aux personnes en situation de handicap. Et puis pour finir, je voulais vous indiquer quelques modèles qu'on a trouvés encore une fois intéressants dans le cadre de la démarche de transfert de l'offre à travers ce qui nous a été proposé et qu'on a soutenu dans le cadre du plan de prévention. Il y a des établissements d'accueil qui ont été proposés sur Paris, sur les Hauts-de-Seine, sur le 93, par la Fondation des Amis de l'Atelier, par les Papillons Blancs de la Colline, Espérance Hauts-de-Seine, également qui nous semble extrêmement intéressant et qui repose sur une articulation d'un accueil de jour et d'appartements en cœur de ville. Ça, c'est un des modèles, encore une fois, qu'on commence à voir se développer. On en avait un déjà sur Paris, donc on est particulièrement attentif à ce que ça peut apporter comme réponse plus inclusive pour les personnes en situation de handicap, en répondant en même temps à une situation de vie, à un projet qui nécessite d'avoir des étayages assez forts. Apporter des dimensions de soins et de pérédance en appui de solutions d'habitat accompagné. Donc là, particulièrement porté par les ailes déployées et Simon Sirène. On a retenu pour les Hauts-de-Seine et pour Paris des solutions 100% inclusives d'habitat sous forme de résidence accueil ou d'habitat inclusif, appuyé d'un service médico-social, ainsi que pour certains d'un groupe d'entraide mutuelle. Donc là, c'est un peu la réalisation et qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt de solutions complémentaires telles qu'on se les était représentées comme possible dans le cadre de notre AMI. Des offres modulables sous forme de plateforme d'investissement et services, ça c'est un pari qui est fait pour les adultes en situation de polyhandicap, avec une proposition de fonctionnement en plateforme sur une maison d'accueil spécialisée, qu'on va suivre également avec beaucoup d'intérêt. Des équipes mobiles pour intervenir au domicile et répondre aux situations extrêmement complexes, en tout cas à certains moments. C'est possible qu'on fait avec les papillons de la colline. Et puis enfin, un modèle également qui semble s'imposer assez fortement pour répondre au vieillissement des personnes en situation de handicap. C'est de travailler sur des unités d'accueil en EHPAD pour les personnes handicapées vieillissantes, avec la ADEF Résidence, notamment en Seine-Saint-Denis, qui propose des projets. Voilà un peu pour ce petit panel de solutions qui retiendront notre intérêt et sur lesquelles on reviendra plus particulièrement pour apporter aussi des retours d'expérience sur leur mise en œuvre. Encore une fois, ce ne sont que des exemples, mais on travaillera avec le CREA Île-de-France et les centres de ressources sur la manière de pouvoir valoriser
des expériences ou des modèles un peu nouveaux qui se mettent en place et de pouvoir faciliter les liens entre gestionnaires pour qu'il y ait aussi un échange qui soit très direct sur la conduite de ces projets, sur les facilités, les difficultés pour les mettre en œuvre, ce que ça apporte aux personnes accompagnées au quotidien. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et comme Sandrine Boutin et Carmen ont chacune filé la métaphore de la locomotive et du train, je vous souhaite que cette journée aille à toute vapeur. Voilà, merci. Merci beaucoup, Charlotte. Vraiment, vous avez posé les jalons aussi cette journée avec beaucoup de dispositifs et on s'en réjouit. En tout cas, on va être à l'écoute de tout ça et à l'articulation, en tout cas, de tout ce réseau avec Merci, vous. Carmen. Voilà. Alors, Charlotte, vous allez avoir une petite question que nous allons vous déposer dans votre boîte mail. Vous allez pouvoir y répondre puisque le temps passe très vite. Hein. La locomotive fonctionne, c'est un vrai TGV. Hein. Voilà, donc nous allons, on vous remercie vivement hein, pour votre intervention très détaillée et puis pour tout ce que vous apportez au centre aux ressources et dans le cadre de la santé mentale en général. Merci de votre participation. À Merci bientôt. beaucoup, Carmen. Bientôt. Très bonne journée à tous. Merci. Au revoir.